Madame, monsieur, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes biologiste et vous avez vécu 3 ans entre 2008 et 2012 en Syrie et vous venez de publier un ouvrage intitulé Syrie, une guerre sans nom, cris et châtiments aux éditions François-Xavier de Guibert. Donc, vous dénoncez dans votre livre les mensonges médiatiques et souhaitez rétablir la vérité. De quels mensonges parlez-vous? Oui, d'abord, je voudrais aussi, moi, à mon tour, vous remercier de m'avoir invité pour témoigner. Je profite de cette occasion pour vous dire notre présence ici. C'est à la mémoire, tout d'abord. Je ne vous demanderai pas une minute de silence, mais c'est important parce qu'il s'agit des vies humaines et que la démocratie n'a pas de frontières. Donc de ces 160 000 morts à l'heure d'aujourd'hui, et si, je ne dirais pas par chance, mais par malchance, ça continue, on va frôler le nombre de 200 000 morts. C'est vous dire le côté dramatique de la situation avec près de 10 millions de réfugiés et le silence un petit peu indifférent et coupable de nos grands qui font comme si rien n'y était, alors que, pardonnez-moi cette parenthèse, aujourd'hui ça fait 40 mois que cette guerre qui n'a pas de nom, et je m'en expliquerai pourquoi, continue. Et curieusement, les médias, une partie, parce que je respecte les médias, vous en êtes un, à partir du 30 août où il était question presque de frapper la Syrie. On attendait le feu vert d'Obama, qui n'est pas venu, Dieu merci, parce qu'il s'est aperçu que les armes chimiques n'ont pas été utilisées. Je m'en expliquerai par le régime, comme on l'appelle. Et à partir de ce moment, nous avons presque un silence complet, alors que la situation et la tragédie syrienne a occupé tout l'espace médiatique au quotidien pendant près de 30 mois et soudain, ça n'intéresse plus personne alors que la situation se dégrade en général, que vous le voyez d'ailleurs hier en Irak comme la Syrie depuis 40 mois, Alep, ma ville natale, est à l'image de Berlin et la barbarie a atteint un tel degré qu'on a coupé à 2 reprises à la ville d'Alep, qui est quand même une métropole de 5 millions d'habitants, 2 millions intramuros comme la ville de Paris, où femmes, enfants, vieillards n'ont pas accès à l'eau. Alors qu'auparavant, la barbarie avait atteint un degré inimaginable il n'y a pas de comparaison avec la Shoah, bien entendu, que je respecte. Mais là, nous sommes quand même un demi-siècle après. Les satellites, les moyens de communication permettent les services de renseignement aux grands de ce monde d'être au courant, y compris le pape qui est intervenu. Mais j'ai l'impression que c'est une voix dans le désert. Donc, pour tous ces gens-là, si à travers votre télévision, qui est un espace de liberté, quelque chose peut changer, et ça a commencé, Dieu merci, dans l'opinion publique. Alors pour revenir à votre question, à savoir les mensonges, oui, parce que, à mon avis, qui suis un franco-syrien, qui vit en France depuis un demi-siècle, et qui a vécu en Syrie toute la première partie de sa jeunesse entre la Syrie et le Liban, je peux vous dire que depuis le début, tout est faux, ou pratiquement faux, et que le mensonge a pris des proportions inhumaines, machiavéliques, cyniques, et je pèse mes paroles. Je me contenterai de 3 ou 4 exemples. Quand il a été question de la deuxième intervention en Irak, on nous a montré les petits joujoux. Colin Powell, de la Première Nation, l'État le plus puissant du monde, qui nous montre les petits joujoux pour justifier une intervention en Irak en 2003. Et Dieu merci, Chirac a su dire non parce qu'il était au courant par nos services de renseignement, parce qu'on fournissait des armes en Irak et que Saddam Hussein était l'ami de l'Occident, on savait que ces armes n'existaient pas. Mais malgré ça, on a poursuivi. Et j'en passe dans la médiatisation des informations où, sur ces 40 mois, la source qui était l'OSDH, qui transmettait à l'AF en vrac des informations au sujet du nombre des morts, alors que ce monsieur-là, qui a plusieurs nationalités, qui appartient aux frères musulmans, et que l'AFP et les réseaux médiatiques n'aient pas pu discerner pour s'assurer de ce qui se passe sur le terrain,
Pour nous qui étions, comme on vous l'a dit, pratiquement 3 ans entre 2008 et 2012, où mon épouse a créé une école d'infirmières à la française à la demande de Nevek Melkit. Donc on était sur le terrain et c'était une grande frustration, pas simplement pour nous, pour tous les citoyens syriens qui vivent à Alep et en Syrie, ou les franco-syriens, qui s'étonnaient au début, je vous donne encore 2 exemples concrets, que par exemple quand a débuté les événements avec ce qu'on appelle les printemps arabes ou le printemps de jasmin, qui à mes yeux ce sont des printemps pourris, déjà France 24, vos confrères qui ont leur place dans l'information, diffusaient en boucle comme quoi notre ambassadrice, donc, qui est toujours actuellement en fonction, mais pas au niveau de l'ambassade puisqu'elle a été fermée d'une façon arbitraire, diffusait en boucle comme quoi elle avait démissionné, alors que ce n'était pas vrai, qu'elle était dans la loi, elle avait la légitimité de sa fonction, elle n'allait pas dénigrer le gouvernement qu'il avait, mais vous voyez, et puis un 3e et dernier exemple, en Syrie nous avons assisté à des manifestations, parfois de protestation. Il y avait des manifestations démocratiques qui se faisaient dans la non-violence, mais il y avait aussi parallèlement des manifestations aussi bien à Damas et à Alep, parce qu'en mars 2011, au moment où a commencé, nous étions sur place, aussi bien à Alep, et moi parfois j'étais à Damas et ma femme me suivait, mais pour des raisons culturelles ou pour des raisons qui touchent à la santé publique par rapport à l'action humanitaire que nous menions. Alors, à cette période-là, il y avait des manifestations, non pas de quelques milliers, mais parfois ça frôlait le demi-million, voire 1 million à Alep, à Damas. Et parfois, certaines chaînes récupéraient ça pour dire que c'était des manifestations contre le régime. Et je passe aussi sur les images volées ou les photos volées par certains qui se faisaient de l'argent pour envoyer à des confrères qui s'appellent Al Jazeera et qui diffusaient aussi en boucle des informations qui étaient fausses. Et tout ça, ça rentre, je peux le comprendre, parce qu'on dit que quand il y a des guerres, elles sont toujours des guerres sales. Et que la propagande mensongère doit suivre ce qu'on appelle la bonne guerre, que je peux comprendre puisqu'on était dans l'actualité il y a quelques jours, le 6 juin, quand il y a eu le débarquement de Normandie. Justement, on nous a expliqué qu'il fallait faire croire à l'ennemi, aux nazis et à l'Allemagne, qu'on allait débarquer ailleurs, et on a débarqué là où il y a... Bon, ça s'appelle de la stratégie, je dirais, digne et loyale dans ce qu'il y a. Mais en Syrie, je veux dire, pour terminer, 90% de ce qui a été rapporté depuis 40 mois ne correspond pas à la réalité du terrain. Et je trouve que c'est une atteinte à la démocratie, à l'espace de liberté et à l'espace de l'information dont vous êtes les porte-parole, je suppose. Alors, qui sont donc les opposants au régime? Sont-ils des gentils démocrates comme, a priori, les médias ont-ils voulu nous faire croire et qui demandaient simplement des réformes? Au départ, si vous voulez, bon, il faut situer rapidement. Il y a eu effectivement des manifestations. Et puis il y a eu une fraction de l'armée qu'on appelle l'ASL, l'armée syrienne libre, pour qui j'ai le même respect et la même considération que pour ceux qui, aujourd'hui et depuis 3 ans et demi, c'est-à-dire l'armée syrienne, qui joue un rôle héroïque et qui ne bombarde pas, comme on dit, à travers son président qui bombarde le peuple. D'ailleurs, à ce propos, pour éclairer l'opinion publique, puisqu'on a voulu instruire à travers la télévision quelques jours avant le débarquement, on expliquait aux jeunes ce qui s'était passé pour avoir un devoir de mémoire, à juste titre. Mais en même temps, on a expliqué comment les Alliés bombardaient d'une façon pas volontairement aveugle, mais c'était incontournable, où il y avait sur le territoire français plusieurs dizaines de milliers de Français qui mouraient dans les exactions dues au fait qu'on voulait donc combattre le nazisme. Ceci, je ne justifie jamais la violence. Je me bats pour la paix au Proche-Orient depuis 40 ans. Ce n'est pas simplement l'objet du dernier livre, il y en a eu 2 autres en avant. Je vous laisse le soin de les citer si vous le jugez utile. Mais pour en revenir à la résistance, il y en a eu une résistance, mais il n'y a pas eu des désertions comme on l'a signalé, c'est-à-dire, bon, elle a été limitée.
Et même, il y en a même qui ont reçu des pressions et des encouragements financiers. Je ne vais pas entrer dans le détail, ça nous mènerait loin, mais c'est dans le domaine du mensonge et de la corruption. Vous avez eu des généraux qui librement ont démissionné parce qu'ils avaient quelque chose à dire ou qu'ils n'étaient pas d'accord, ce qui est légitime quand on est dans une vraie démocratie, ce qui n'est pas le cas, c'est vrai, de la Syrie, mais nous ne sommes pas dans une dictature, nous sommes dans une théocratie, nous sommes dans un état de droit autoritaire, il est vrai, mais si vous interrogez, comme je l'ai fait, parce qu'on était en contact avec toutes les catégories sociales, en Syrie, à Damas, à Alep et dans toutes les provinces, vous réaliserez que la plupart des Syriens étaient beaucoup plus satisfaits de leur situation à partir de l'an 2000, c'est-à-dire après que le président Père Assad avait donc été décédé, avait été remplacé. Et il y avait une ouverture et il y avait beaucoup d'améliorations et de progrès dans le sens de la démocratie et puis de la liberté de culte. Elle a toujours été de règle, mais pour en revenir aux résistants, très vite ils ont été débordés parce que l'armée syrienne arrivait, elle a été prise de court. Elle, comme la plupart des Syriens et de mes compatriotes, pour eux, c'était une affaire de quelques jours, voire de quelques semaines, parce que pour la Syrie, qui était considérée, même par les Américains et les services de renseignement, comme étant le 3e pays dans la sécurité, vous pourrez interroger tous les touristes du monde entier, les Européens qui vous disent quand ils vont en Syrie, ils sont étonnés d'abord par l'hospitalité, par la générosité, par la bonté du peuple, que ce n'est pas un peuple vindicatif et guerrier, mais ils sont étonnés par la sécurité, c'est-à-dire que des gens étrangers ou syriens, ils peuvent se promener à 3 heures du matin dans les rues de Damas ou les rues d'Alep, ils ne risquent rien. Et mon épouse qui est française, elle peut en témoigner puisqu'elle a été une vingtaine de fois. Donc pour revenir à la résistance, très vite elle a été débordée. Pourquoi? Parce que, comme ce que je pense, que dans les mensonges médiatiques et politiques, il y avait des complots. La preuve en est, c'est que sur les frontières jordaniennes, sur les frontières turques, sur les frontières libanaises, il y avait déjà des milices armées qui appartiennent à une douzaine d'organisations dont la plupart sont terroristes. Maintenant, on commence à le réaliser et ce n'était pas quelques centaines, comme on l'a dit au début, des résistants presque coliens qui sont venus prêter main forte à cette armée syrienne libre, mais que c'était bien des groupes mercenaires bien armés, encouragés aussi bien par l'Occident que par la Turquie qui leur a ouvert grand les frontières, et par le Liban, parce qu'il y avait aussi les règlements de compte anciens entre sunnites et chiites, entre le Hezbollah et Hariri, et tous les règlements de compte où on pensait que la Syrie était responsable de l'assassinat du Premier ministre. Donc tout cela, ça a fait comme une espèce de synergie, de cocktail explosif, où ça a un petit peu augmenté l'agressivité de ces interventions qui étaient, à mes yeux, programmées au lendemain du 11 septembre. Dans cette ligne d'axe du mal que Bush avait définie, à savoir, on commence par la Libye et après, c'est le tour de la Syrie pour toucher un peu plus facilement l'Iran, qui est le maillon dur de cette région du Proche-Orient. Mais combien sont-ils ces résistants, ces rebelles, ou comment les qualifiez-vous? Combien sont-ils? Alors, ce qu'on appelle les djihadistes, voilà. Ils appartiennent à plusieurs groupes, que ce soit Al-Nosra ou Daesh, ou etc. Toutes ces définitions, vous les trouverez à la une de vos journaux et puis à Internet. Chaque groupe a un bataillon de 5 à 10 000 hommes. Alors d'aujourd'hui, on estime leur nombre. Vous savez, la fourchette est difficile parce que, comme je vous dis, quand on veut être dans la transparence, on estime, parce que les services de renseignement, qu'ils soient européens ou américains, fonctionnent, on les estime à environ 120 000. C'est vous dire l'impact, pourquoi l'armée syrienne, qui est héroïque à mon sens, qui résiste, qui a récupéré pas mal de bastions, a du mal, parce que la fourniture des armes, elle continue. Alors, dans cette logique guerrière qui n'a rien, je dirais,
c'est vrai qu'on dit toujours que les guerres sont sales, mais que ce soit les guerres d'autrefois, où les Anglais et les Français étaient confrontés sur un champ de bataille, je ne dis pas que c'était bien, mais les femmes, les enfants et les vieillards étaient à l'abri. Il y avait un champ, c'était classique. Et puis il y a eu la première et la deuxième. Je fais vite, les 2 guerres mondiales. Je dirais les guerres engendrent beaucoup d'injustice, beaucoup de violence. Mais là, quand vous avez un ennemi invisible, d'où la Syrie, une guerre sans nom, dans ce sens, qui sont infiltrés à travers les frontières, à travers les villes, et qui sont 120 000. Comment voulez-vous, quand vous avez vu pour un seul Mohamed Merah en France, on n'a pas fait intervenir ni les assistantes sociales pour dialoguer, ni les psychologues. Vous avez vu que le GIGN et la police est allé de main forte pour un seul. Et puis même en Afrique du Sud, il y a eu aussi, quand on attaquait un supermarché, vous avez vu, le président de la République a ordonné à l'armée d'intervenir. Et on peut penser qu'on peut juguler une guerre où il y a environ 120 000 ennemis, dont la plupart ne parlent même pas l'arabe, dont la plupart sont payés pour tuer, violer, crucifier, c'est-à-dire ils ne sont ni foi ni loi. Et au nom d'Allah, effectivement, que je ne reconnais pas dans l'islam que j'ai connu, parce que je m'empresse de vous dire, les musulmans de Syrie et de Liban que j'ai côtoyés pendant un quart de siècle, j'ai eu autant d'amitié, je ne dis pas ça parce que je veux faire du zèle équilibré, autant d'amitié chez les musulmans que chez les chrétiens. D'abord en Syrie, on ne parle pas de musulmans ou de chrétiens, on parle de Syriens. Et le premier d'entre eux, ce que les médias ne vous disent pas, j'ajoute, le Mufti Badreddin Hassoun, c'est-à-dire c'est le Mufti. C'est comme un petit peu le recteur de la mosquée de Paris ou l'évêque, l'archevêque de Paris, André XXIII. C'est bien son nom, lui. Justement, il a été menacé, non pas parce qu'il était fidèle au régime, parce qu'il était fidèle à ses convictions syriennes, que pour lui, en tant que premier musulman de Syrie, et il ne faut pas oublier que nous avons la mosquée des Omeyyades, qui est un berceau de l'islam et un berceau du christianisme, avait dit en 2008 au Parlement européen, où il était invité pour justement présider et inaugurer l'année culturelle. Il était venu, il a dit pour moi, il n'y a pas de musulmans et de chrétiens, je suis le mufti de 23 millions de Syriens. C'est vous dire l'impact. Par contre, quand les médias qui sont occidentaux ne parlent jamais des imams qui s'appellent Kardawi ou Zawahiri, ou même Erdogan qui n'est pas un imam, qui prêche qu'il faut éradiquer tous les gens qui sont infidèles, à commencer par les chrétiens ou par les juifs, ou même par certains musulmans qui ne pratiquent pas le Coran, la charia, et qu'il faut que leur sang, qu'on les égorge, que leur sang va dans les égouts, dans les caniveaux, parce qu'il est impur. Quand vous entendez ça, je ne comprends pas l'attitude d'Obama, je ne comprends pas l'attitude de la Grande-Bretagne, je ne comprends pas l'attitude d'Erdogan, qu'on considère comme lui, il a réussi la laïcité, alors que l'Empire ottoman nous a donné l'exemple d'exactions qui sont... Il faut croire que les responsables d'aujourd'hui ne retiennent pas les leçons d'hier. J'ai voulu vous donner une idée comme quoi cette guerre qui n'a pas de nom, elle est en train de provoquer des injustices énormes et que l'Europe n'est pas très loin. Et que le boomerang qui est en train de revenir par rapport à ces djihadistes, puisque vous voulez en parler aussi, qui reviennent, on en a pris, j'ajouterai un mot, on en a pris conscience. Ce qui m'étonne, c'est qu'on en prenne conscience 3 ans après, alors que nous savons très bien qu'ils sont impliqués. Au début, on nous a dit quelques dizaines, voire quelques centaines. À l'heure d'aujourd'hui, le bataillon européen, dont la France a une bonne partie, représente entre 5 à 7 000 djihadistes. Vous voulez dire que ces djihadistes viennent d'Europe? Viennent d'Europe, et il y en a pas mal de Français. Le gros vient en parlant de ceux qui ne sont pas européens, ils viennent de Tunisie, ils viennent de Tchétchénie, ils viennent du Pakistan, ils viennent d'Afghanistan, ils viennent du Liban, ils viennent un peu d'Égypte, ils viennent bien sûr des pays du Golfe. Disons, ces djihadistes, j'aurais un mot pour les interpeller, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont un cœur. Je voudrais leur dire, le Dieu miséricordieux auquel ils croient, et parfois ils le font avec beaucoup de courage et parfois d'aveuglement. Si vraiment c'était la cause que Dieu attend d'eux pour tuer, violer, crucifier, massacrer des enfants et des femmes civiles et innocents, si vraiment leur cause était juste, pourquoi les premiers qui les soutiennent, à savoir M. Erdogan, le Premier ministre, les imams
du Qatar et d'Arabie Saoudite, pourquoi ils ne sont pas en première ligne, puisqu'ils sont supposés aller au paradis et que même il y a beaucoup de vierges qui les attendent? Pourquoi ils ne font pas comme étaient les guerriers de l'époque de France? Napoléon, lui, il n'était pas dans un salon et il programmait cela. Pas plus que Lafayette, ils étaient avec leurs soldats en première ligne. Je ne suis pas pour la guerre, mais j'essaye d'attirer leur attention parce que pour moi, c'est une question de discernement. Parce que pour moi, il y en a beaucoup qui sont innocents et qui vont à l'abattoir parce que aussi on les paye richement pour aller à l'abattoir. Alors, vous mettez en cause les politiques occidentales et dans votre Pas livre, simplement occidentales. Et selon vous, dans votre livre, la France et le Quai d'Orsay n'ont pas joué leur rôle dans ce conflit. Quel est donc le rôle que la France aurait dû jouer? Qu'attendiez-vous de la France, du Quai d'Orsay? Alors, je vais vous répondre parce que je vous remercie d'abord de cette question qui touche au ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est un poste clé. Et pour moi, le ministère des Affaires étrangères représente la France, le symbole de la dignité et le symbole des droits de l'homme et le symbole de la négociation. Je ne suis pas personnellement un homme engagé politiquement, mais j'ai mes propres convictions et je me bats pour la paix au Proche-Orient, comme je vous l'ai dit, avec ma plume, avec mes convictions, avec la solidarité et ma foi qui me lie à mon pays d'origine et à la France que j'aime, que j'honore et que j'ai toujours respectée. Je dois vous dire, si je me tourne rapidement vers le passé, la politique gaullienne, ou aussi la Syrie, a payé le lourd prix pour avoir son indépendance, mais De Gaulle et la France restaient un symbole vertical. Tous les Syriens, la plupart des musulmans, ont toujours eu un regard vers le haut, un regard qui est en train vraiment de s'éteindre. Il y a une déception du peuple syrien dont vous ne pouvez pas imaginer. Parce que la France, qui aurait pu, le seul pays au monde qui aurait pu jouer un rôle positif. Or, diplomatiquement, si je me réfère à Couve de Murville du temps de De Gaulle, il y avait un espace tout à fait convenable pour le conflit israélo-arabe. Il y avait un équilibre qui était acceptable. Ensuite, nous avons eu du temps de la gauche. Et moi, je ne vous cache pas, je ne suis pas un homme de droite ni de gauche, bien que j'ai voté aussi bien pour Mitterrand que pour Giscard, pour n'importe qui soutient la démocratie. Mais quand vous avez le relais, comme des gens comme Roland Dumas et Hubert Védrine, qui ont essayé de faire entendre leur voix, et qu'aujourd'hui, Laurent Fabius fait fi de toutes ces considérations en suivant, je ne sais pas s'il est mal renseigné, ce que je ne pense pas, mais je pense en ayant pris dès le départ une attitude agressive, hostile, inhumaine, antidémocratique, et je pèse mes paroles, et je vais vous rapporter un fait divers concret qui a eu lieu il y a quelques jours par un de vos confrères. J'étais invité à distance sur Radio Notre-Dame, sur un plateau qui touche, où il était question de la tragédie syrienne, où il y avait André Pichon, donc un historien qui connaît bien le Proche-Orient, et un autre monsieur que je ne connais pas, mais qui s'appelle, je crois, Jean-Marie Kemener, qui a parlé très bien de la Syrie, qui, je crois, il a été à Canal+, et qui a expliqué, je vais vous dire le lien avec Laurent Fabius, qui a respecté l'analyse que j'avais faite, et je pense il a bien décrit la situation, et je pense que c'est encore un plus grand expert que moi-même, mais il n'était pas d'accord avec moi sur, je dirais, le jugement sévère que je portais à notre ministre des Affaires étrangères en disant, le pauvre, bien qu'il ne soit pas pauvre, il ne pouvait pas faire autrement dans cette attitude hostile, y compris empêcher, parce qu'il y avait aussi le vote, parce que vous le savez, il y a eu les élections en Syrie le 3 juin, et que d'une façon arbitraire, on a décrété que les Syriens n'avaient pas le droit. Alors il disait... Les Syriens n'avaient pas le droit de voter en France. De voter en France, bien sûr. Alors que, pour quelle raison? Je vous le dirai, pour que j'aille jusqu'au bout de cette réserve qu'il avait faite, en disant, le pauvre, il ne pouvait pas faire autrement du fait que la France, avant, ce qui est vrai, il disait vrai, la France avait rompu ses relations diplomatiques du temps de Sarkozy et de Juppé, que je mets en cause d'ailleurs bien avant M. Fabius, donc du coup, il ne pouvait que suivre et appliquer, puisqu'il n'y a pas de relations diplomatiques, donc dans l'espace des consulats et des ambassades de France, on ne pouvait pas autoriser les Syriens à voter, ce qui est cohérent et logique. À cela près, sauf que quand sous gouvernement Sarkozy, Alain Juppé reçoit, au moment où il y a le printemps arabe, des directives
de notre ambassadeur à Damas qui s'appelle Éric Chevalier et qui a retourné sa veste depuis, mais ça c'est son affaire parce qu'il y a eu des pressions énormes pour lui faire comprendre, ça va, on l'a fait presque affilier au président alors que c'est un Français qui défend les intérêts français et même qui défend les opposants là-bas. Bref, donc Éric Chevalier a envoyé plusieurs rapports en urgence, nous le savons puisque nous étions sur place et même une fois nous avons eu la visite du Premier ministre Fillon. Il mettait en garde le Quai d'Orsay, donc Alain Juppé, attention, ce qui se passe en Syrie n'a rien à voir avec la Libye. Ce qui se passe en Syrie n'a rien à voir avec la Tunisie. Ce qui se passe en Syrie n'a rien à voir avec l'Égypte. La Syrie est assise sur une grande civilisation. Les Syriens, ce sont des gens cultivés. Oui, ils souffrent parfois des services de renseignement. Oui, ils veulent des réformes profondes, mais ils ne veulent aucun cas une révolution à la française ou à l'occidentale, comme ça s'est passé dans les autres pays, avec des... Et ils ne veulent surtout pas d'intrusion étrangère. Et c'est le contraire qui est arrivé. Alors, pour vous dire que quand Alain Juppé fait fi ou met à la poubelle ses rapports, vous comprenez, le paysage diplomatique de la France change totalement et ça a des répercussions. Mais le comble pour la gauche qui vient, qui fait tout l'opposé de toute la politique intérieure économique de la droite, on ne comprend pas que seulement pour la politique étrangère, seulement pour la Syrie est stigmatisée, on fait exactement ce qui a été fait par Alain Juppé. Alors, par contre, quand on autoproclame, pour vous dire au nom de la démocratie, un gouvernement, c'est-à-dire des opposants, imaginez, on autoproclame des opposants ici en Syrie, des opposants français qui viennent, bon, je fais un raccourci, on proclame des opposants où la plupart n'ont pas une assise charismatique, réaliste politique sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils soient reconnus. Après, on dit à notre ambassadrice, vous êtes limogée, mais c'est au contraire au pays des droits de l'homme. Même d'empêcher les Syriens de voter, alors qu'ils auraient pu, au contraire, en France, avoir une possibilité de voter librement, y compris contre le régime. Vous voyez, tout ça, ça sonne faux. Tout ça, ça sonne... et ce qui est malheureux, si j'avais un mot à dire, aujourd'hui, 40 ans après, les mensonges deviennent vérité. Vous savez, quand je vous parle de l'arme de destruction massive qu'on nous a montré, quand on voit un peu plus tard Cahuzac qui vous dit les yeux dans les yeux, voilà, alors que c'est un homme éminent, politique, qui a tout pour être heureux. Quand vous voyez l'affaire aujourd'hui de Pygmalion ou l'affaire de Bettencourt, on est encore dans les affaires. Quand on nous dit que les élections en Syrie, c'est une parodie, alors que parfois, pas la même dimension, on a des élections truquées à Marseille, ou quand il y a l'histoire de Madame Martine Aubry et Madame Royal, où il y a des litiges. On n'est pas dans cette démocratie qui était le phare de la France à travers le monde et qu'elle peut retrouver. Alors, pour terminer, je ne vous cache pas, mes écrits sont parvenus à la conseillère du président Hollande. J'ai une note, peut-être un petit peu, une fenêtre optimiste et d'espoir aujourd'hui, peut-être. Dans ce sens que j'ai été reçu l'année dernière et cette année, 2 fois 90 minutes, par la conseillère du président Hollande, Madame Ruffo pour ne pas la citer, parce que ce n'est pas un secret. Je le mets dans mon livre, où elle m'a écouté. J'ai essayé de lui traduire, de lui transcrire mon vécu à travers toutes les catégories sociales qu'on a eu à faire en Syrie et à Alep en particulier. Parce que nous étions en contact avec le peuple, mais nous étions en contact avec des ministères de la culture et de la santé. Pas de la politique parce qu'on n'en a jamais fait. Mais donc on avait une répercussion de ce qui se passait sur le terrain. Et encore, je le dis avec une certaine modération, parce qu'aujourd'hui, le sang coule beaucoup plus que l'encre a pu imprimer toutes ces informations. Donc j'ai été reçu, j'ai compris qu'il y avait un veto, mais j'ai senti que la deuxième fois, je pense que le président actuel, avec tout le retour de ces djihadistes, avec le fait qu'on n'ait pas intervenu militairement avec le prétexte des armes chimiques, je pense qu'il y a une inflexion de la politique étrangère. J'ajouterai un mot pour répondre à la critique, à la réserve que j'ai oublié pour compléter le schéma, pour vous dire, puisqu'on est parti du rôle de la diplomatie, du rôle noble, malheureusement, Fabius, c'est vrai qu'il avait cette excuse du fait qu'avant lui, on avait coupé les liens. Mais quand vous êtes, c'est là où il n'a pas joué du tout son rôle diplomatique. Quand il est à la frontière jordano-syrienne, quand il est
pour visiter les réfugiés, ce qui était sur le plan humain remarquable. Mais qu'il dit publiquement l'année dernière, imaginez l'impact sur le monde arabe, même qui est hostile, sur les Syriens civils qui attendaient un espoir. Il dit que les djihadistes font du bon boulot. C'est comme s'il disait les nazis font du bon boulot. Deuxièmement, que cet homme, en parlant du président, il représente quand même, il a une popularité de 75% aujourd'hui. Que ça plaise ou pas, je ne suis pas dans les... Président Bachar. Absolument, qui a été élu avec plus de 75%, même 80%. Mais il est vrai que toute la population n'a pas pu accéder au suffrage, compte tenu que tout le nord de la Syrie, Alep, qui est le poumon économique, a été complètement détruit. Donc, il dit que cet homme ne mériterait même pas de vivre. Je pense pour un diplomate, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire une chose pareille parce qu'il représente les Syriens, même si ça... Troisièmement, quand il est en visite actuellement aux États-Unis, il met encore de l'huile sur le feu et il se plaint auprès d'Obama en disant « c'est dommage, vous auriez dû intervenir militairement au mois d'août parce que nous avons des preuves des armes chimiques. » Or, les armes chimiques, c'est toujours ce leitmotiv qu'on nous sort. Je vous donnerai 2 mots là-dessus. Dans ma ville natale qui est Alep, à Khan al-Assal, c'est-à-dire dans la banlieue, effectivement, on avait repéré qu'il y avait eu utilisation des armes chimiques. Tous les contrôles qui ont été faits, même les Russes, on dira les Russes ont le parti pris, ils ont fait un rapport très vite, parce qu'ils sont en première ligne, de 80 pages qu'ils ont envoyé à l'ONU et au tribunal international pour qu'il y ait une transparence. Mais comme on était méfiant, on a envoyé une déléguée de l'ONU qui s'appelle Madame Carla Del Ponte, donc, qui est neutre, qui est partie de Suisse, pour enquêter sur place. Quelques mois après, elle a fait son rapport et le rapport était très flagrant en disant ce n'est pas l'armée syrienne qui les a utilisés. Il y a beaucoup de présomptions que ce soit les djihadistes. De plus, ce sont des armes chimiques artisanales. Ça, c'est un point. Or, comme c'était pas à charge du régime, on a étouffé. Et on a eu un plus récent qui devait déclencher la ligne rouge dans la banlieue de Damas, à Routa et à Houla, où on nous a montré le linceul de 50 enfants, etc., gazés, etc. Or, si Obama n'est pas intervenu, il avait du MIT, c'est-à-dire Michigan International Technical, c'est-à-dire c'est un organe américain qui est spécialisé dans les armements balistiques et qui a pu envoyer un rapport en disant que les djihadistes ou l'armée syrienne, si les uns ou les autres avaient utilisé, ils se sont aperçus que la portée était 2 km et que les armes chimiques étaient artisanales, alors que l'armée syrienne à cette époque était au-delà de 10 km et que l'envoi qui a été fait ne pouvait pas provenir de l'armée syrienne. Bien sûr, on peut épiloguer beaucoup longtemps sur ça, mais il y avait des preuves flagrantes. Et je vais vous donner un argument de taille que la plupart de vos confrères, que la plupart des politiques, et je terminerai là, que la plupart des gouvernements savent. Comment voulez-vous que le président actuel, avec l'armée syrienne qui tient héroïquement à la demande du peuple, utilise des armes artisanales alors qu'on sait que l'armement chimique est considérable en Syrie et qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser des armes si peu sophistiquées, sachant qu'en même temps, il y avait la visite des représentants de l'ONU qui venaient, avec l'accord du gouvernement syrien, venir enquêter sur les armes chimiques. Et puis les sanctions sont arrivées et les exclusions des armes chimiques ont continué et malgré cela n'a pas suffi alors que les sanctions sur le peuple, sanctions européennes, sanctions pèsent lourdement. Il faudrait quand même que M. Fabius, que je respecte, la place qu'il occupe, qu'il soit un peu plus digne pour qu'il se dise tous les jours, il y a à peu près 50 familles qui payent tous les jours un lourd tribut. Et à un moment donné, on a dit à propos de la Shoah, plus jamais cela, en Syrie, c'est toujours cela. Et j'ajouterai, comme je vous l'ai dit ici, aujourd'hui, l'histoire et la tragédie syrienne fait couler plus de sang que d'encre. Les historiens et les médias et les journalistes que vous êtes, vous pourrez témoigner. Mais je vous rajouterai comme quoi l'histoire recommence. Si la Shoah, plus jamais cela, elle est toujours cela. Clémenceau, il y a un siècle, jour pour jour presque, en 1914, disait « Pour nous Français, chaque goutte de sang vaut une goutte de pétrole ». Et son homologue américain répliquait et répondait « Aucune nation, aucune armée, aucune puissance ne pourra prévaloir sur les gens qui détiennent le pétrole, en réalité aujourd'hui sur les gens qui détiennent le gaz. » Et c'est ça
le principal élément qui explique tous ces mensonges, toutes ces guerres qui coûtent les yeux de la tête et qui permettra certainement moins de justice sociale en Europe et dans le monde. Et comme je rêve d'un monde meilleur, c'est pour ça que je suis là pour témoigner. Écoutez, merci beaucoup de votre témoignage. Merci de d'avoir répondu à nos questions.